Bonsoir tout le monde. Je veux tout simplement vous remercier encore une fois pour votre présence ce soir. Je vais faire deux, trois remarques par rapport à l'actualité politique du continent africain et notre situation. Donc, je vous remercie encore une fois de partager cette vidéo dans vos différents groupes, ainsi de suite. Bon, voilà, c'est tout le même rituel, hein, donc le même message. Merci pour tout ce que vous faites pour faire connaître nos opinions et autres. Bon, très simplement, je voulais observer quelque chose. Tout d'abord que ça fait plusieurs années que nous tenons le même discours. Nous sommes constants. Nous avons vu les réalités venir, nous avons prévenu, nous avons élaboré un plan d'action, un plan de conquête de notre continent pour sa reconstruction parce que nous avons vu venir les problèmes. Et les problèmes sont là, tout le monde les voit. Il n'y a même pas de surprise en tant que tel hein, dans la situation de l'Afrique. Ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud, c'est quelque chose qui est prévisible dans la mesure où ça a été déjà fait. Hein. Ce n'est pas la première fois que les compatriotes de l'enclos colonial sud-africain s'en prennent aux Africains qui qualifient d'étrangers parce qu'on vit une situation matérielle, financière, économique très difficile en Afrique du Sud. Et donc, bon, la cible de ceux qui souffrent, c'est les voisins immédiats. Et ça, c'est une constante qu'on a vue aussi au Rwanda et ailleurs en Afrique où d'autres communautés africaines sont prises pour cible. Ça fait plusieurs fois que les Sud-Africains s'en prennent aux autres compatriotes africains sous prétexte qu'ils sont des étrangers, qu'ils sèment la criminalité dans leur pays, qu'ils volent leurs emplois et puis qu'ils sèment l'insécurité dans le pays, tout en omettant complètement la présence des colons dans le pays depuis des siècles et des siècles, lesquels colons ont privé les Sud-Africains de leurs ressources minières, minéralières, agricoles. Les terres ont été accaparées par une minorité blanche qui a drillé, qui a complètement réprimé la population sud-africaine depuis des années et des années. Les Blancs sud-africains continuent d'avoir le pouvoir aussi bien politique qu'économique en Afrique du Sud, le pouvoir réel, hein, malgré la proclamation de la démocratie formelle qui donne l'impression aux masses populaires qu'ils élisent leurs dirigeants, alors que non, ce n'est pas le cas. Donc les Sud-Africains sont en train complètement de péter les plombs, de délirer, oubliant complètement l'histoire et les raisons profondes qui fondent leur misère. Ces gens n'arrivent pas à analyser les conséquences de la gouvernance de Nelson Mandela qui a été catastrophique parce que Nelson Mandela, qui avait la carrure d'un grand homme d'État, ben, finalement, il s'est compromis dans beaucoup de choses et ayant été sorti de prison, ben, Mandela n'a pas pu faire grand-chose. Il a privilégié laisser une bonne image dans l'histoire, c'est-à-dire l'image d'un homme qui a réconcilié les Noirs et les Blancs, qui n'a pas cherché la vengeance, qui voulait être gentil, alors que ce qu'on demande aux hommes d'État, ce n'est pas la gentillesse, c'est leur capacité à résoudre les problèmes du pays. Donc Nelson Mandela n'a pas cherché à résoudre les problèmes réellement, étant donné que les criminels qui se sont accaparés de la terre sud-africaine n'ont pas été jugés, ils n'ont pas rendu de compte, ils n'ont pas été soumis aux règles du compte rendu. Ils ont continué à être détenteurs de la puissance politique, économique, intellectuelle dans le pays. Donc, la situation de l'Afrique du Sud vient de là. Au lieu que nos compatriotes sud-africains examinent la situation à l'aune de cette réalité historique, bon, c'est plus facile de s'en prendre aux voisins d'à côté en les accusant de tous les maux dont le pays est victime. Et puis, bon, ils oublient aussi que l'Afrique du Sud fait partie du système mondial. Hein. Donc, c'est un pays qui est très mondialisé. Elle est cooptée par les 7 puissances mondiales, donc le G7, le groupe des 7 puissances mondiales, qui invite l'Afrique du Sud pour prendre des photos, pour offrir une certaine diversité à ce groupe-là. Donc, l'Afrique du Sud fait partie de ceux qui sont invités à ces grands sommets pour décorer l'environnement, pour faire en sorte qu'il y ait un noir qui figure sur la photo, alors que l'Afrique du Sud, véritablement, depuis la fin de l'apartheid, a été complètement dissoute.
les attributs de la puissance dont disposait l'État sud-africain de l'époque, parce que dirigé par des Blancs, ont été retirés. Donc, ces gens-là détiennent la coquille du pouvoir politique tout en engrangeant les miettes que leur laissent leurs dominateurs. Parce que quand on voit des gens comme Cyril Ramaphosa qui ont pris le pouvoir, qui détiennent des actions dans des groupes d'exploitation minière et autres, ces gens-là disent qu'ils sont l'élite noire dans un pays dominé par les Blancs. Ils font la pluie le beau temps, ils massacrent le peuple, ils tuent le peuple, alors que ces gens étaient de grands leaders révolutionnaires hier et qui prêchaient l'Afrique du Sud aux Sud-Africains avec des réformes économiques grandioses, avec un discours grandiloquent à l'appui. Qu'est-ce que Cyril Ramaphosa fait? Bon, détenteur des actions dans un groupe qui s'appelle l'ONMIN. Ces gens, ils envoient simplement les soldats massacrer les populations. Et donc, la situation de l'Afrique du Sud est une situation tout simplement coloniale parce que les ressources du pays échappent totalement aux populations et ceci date depuis la fin officielle de l'apartheid, avec Nelson Mandela au pouvoir, puisque Mandela, les Blancs se sont assurés qu'à sa sortie de prison, ils vont faire de lui le président sud-africain avec un agenda très simple, c'est de faire une transition pour transmettre le pouvoir à l'élite noire qui a été formée, en guillemets, et faire en sorte que les auteurs du crime économique, du crime politique, du crime social, du crime culturel en Afrique du Sud ne soient pas punis, puis qu'on procède par une sorte de réconciliation en disant que c'est une nation arc-en-ciel qui s'était formée là, et puis que finalement ces Blancs jouissent d'une retraite paisible en gardant la main sur l'économie et sur le pouvoir politique réel, parce que ce sont ces gens-là qui détiennent en réalité le pouvoir politique. Donc les Noirs se sont contentés et se contentent de la coquille du pouvoir, donc des atours du pouvoir, ce que j'ai appelé l'État anglo-colonial africain, avec tout ce qui est le cosmétisme du pouvoir, les dorures des palais présidentiels, les tapis rouges et tout ça, alors que tout ceci ne fait que confirmer le caractère colonial de l'État africain. Donc, la situation de l'Afrique du Sud est celle d'un pays dissous dans la mondialisation, régulièrement invité dans des cérémonies et dans des séances des groupes les plus puissants de la planète, donc le G7, le G5 et des choses comme ça. Les Sud-Africains y vont, donc juste pour prendre la photo, être présents sur la photo de famille, alors que ces gens ne jouissent d'aucune respectabilité et n'étant pas un État réellement constitué, doté des attributs de la puissance. Donc voilà. Donc la situation en Afrique, c'est celle-là. Le pouvoir économique, donc le pouvoir politique réel appartenant toujours à ceux qui ont détenu depuis le XVIIe, XVIIIe siècle par la colonisation. Donc, si les Sud-Africains veulent véritablement résoudre le problème en Afrique du Sud, il ne s'agit pas de s'en prendre nos compatriotes africains qui sont là, qui fuyant la misère encore plus grande dans leur enclos colonial pour se réfugier en Afrique du Sud. C'est pas ça la solution, c'est pas s'en prendre aux Africains, aux plus faibles. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Il faut chercher les vraies raisons du problème sud-africain pour le résoudre. Bon, bref, disons que ce qui se passe en Afrique du Sud, qui a été déjà fait, c'est pas la première fois. Ça fait plusieurs fois de manière cyclique que nos compatriotes sud-africains s'engagent dans ce type d'action contre leurs compatriotes africains qui qualifient d'étrangers. Je pense que ça va continuer. Et ce type de phénomène, on va l'observer davantage dans d'autres pays africains également, parce que la situation va s'aggraver. Et les mois et les années à venir, les décennies à venir seront extrêmement compliquées pour l'Afrique. Donc, il y a beaucoup de pays qui vont connaître ce type de turbulence où les Africains vont s'attaquer à leurs voisins sous prétexte qu'ils sont des étrangers, volant leur emploi et leur pain. Donc, on voit très clairement où s'oriente notre continent, tout simplement parce que le continent africain est vu depuis le 16e, 17e siècle par un certain nombre de pays, notamment les pays européens, comme leur avenir. Et à partir du moment où un continent
où une terre est vue comme l'avenir d'un autre peuple, il va y avoir toutes sortes de manipulations pour pousser les populations à s'affronter. Et de ces affrontements-là va naître l'affaiblissement et finalement, les peuples seront amenés à intervenir. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. C'est une constante de l'histoire. Donc, la situation en Afrique va s'accélérer. Les guerres interethniques. Hein. Donc, on va revenir aux fondamentaux, ce que les Occidentaux ont toujours appelé les guerres ethniques, tout ça. Tout ça va revenir parce que les grandes puissances qui s'affrontent sur l'échiquier international pour des raisons économiques s'affirment en Afrique. Et quand tous les pays disent que l'Afrique est leur avenir, ça veut dire simplement que l'Afrique est la terre où il y a encore des possibilités de faire ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. C'est-à-dire de fabriquer des guerres interethniques, interpeuples, intercivilisations, intercommunautés. Et l'Afrique reste le continent qui peut être remodélé. Donc, finalement, on risque même d'assister encore une fois à une deuxième conférence de Berlin. Il va y avoir une deuxième conférence de Berlin où les anciens pays colonisateurs et les nouveaux pays colonisateurs qui arrivent sur le continent africain vont vider les conflits qu'ils développent sur le continent autour d'une table avec le champagne et le petit four et ils vont repartager le continent africain, tout simplement. Parce que ça a commencé déjà au Nigeria avec la guerre du Biafra, où d'un côté, les Britanniques, les Anglo-Saxons soutenaient le régime fédéral, et puis de l'autre côté, les Français et leurs amis africains, donc Houphouët-Boigny et autres, soutenaient la rébellion de Ojukwu, ce qu'on appelait la guerre du Biafra. En fait, il ne s'agit pas d'une guerre entre les Igbo et les musulmans, mais il s'agit réellement d'une guerre d'agression pour pouvoir partager le Nigeria en deux. Donc, ce conflit du Biafra a été résolu dans un hôtel à Paris avec un accord entre les francophones, les Français, et les anglo-saxons sur le partage du pétrole nigérian. Donc, c'est ce qui continue. Et puis, chaque fois que la situation veut tourner à l'avantage d'un camp, qu'est-ce que l'autre camp fait? Ils vont armer des groupes de voyous, de bandits pour déstabiliser la région, de sorte à ce que le conflit puisse être permanent pour rediscuter du partage du pétrole et du pouvoir au Nigeria. Après, on a connu la même chose au Soudan, où avec l'arrivée des Chinois, la dissolution du Soudan s'est accélérée. Et d'un côté, les Américains, Israël et tous les autres ont soutenu ce qu'ils appelaient les Sud-Soudanais, qu'ils qualifiaient de chrétiens. Et ceux qui sont au nord, donc le pouvoir de Omar el-Béchir, qu'ils appellent le nord musulman. Finalement, ils ont réussi, après des années de conflits, du pillage du pétrole soudanais, ils ont mis quelques artistes, cinéastes aussi sur le coup pour dire qu'ils font une campagne humanitaire pour sauver les gens au Soudan. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé un accord où ils ont partagé le Soudan en deux. D'un côté, avec la Chine qui soutient le Nord, sans toutefois déployer les armées pour soutenir ce régime, le pouvoir de Omar Béchir. Et puis du côté sud-soudanais, il y a Israël, les États-Unis et leurs cousins occidentaux qui les ont accompagnés. Donc le pétrole soudanais a été divisé, a été partagé entre ces deux pôles. Finalement, comme la Chine ne déploie pas les moyens militaires pour soutenir le Soudan du Nord, donc le régime de Béchir, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, le régime de Béchir, on a poussé la population pour renverser Béchir, qui est quand même un vil être. Hein? C'est quand même quelqu'un qui se réclamait de la descendance du prophète. Donc finalement, comme les Chinois n'avaient pas d'armée sur place pour soutenir le régime de Béchir, finalement, on a poussé la population à des actions. Et puis finalement, l'armée est intervenue pour prendre le pouvoir. Donc on a renversé Béchir. Et puis on dit que c'est la victoire de la population, alors que cette population, en réalité, elle est tout à fait écartée de tout ceci. Et puis l'enjeu réel au Soudan, c'est le pétrole. Au Mali, on a connu la même chose avec Zawad, qui est quelque chose qui est entretenu depuis des années, depuis des décennies au nord du Mali. Finalement, en 2011-2012, on a réussi à morceler
le Mali, on a créé l'Azawad, et puis là, qu'est-ce qui se passe? Bon, la France est intervenue, non pas pour soi-disant réconcilier le pays et faire et unifier le pays, mais parce qu'il y a des grands intérêts géopolitiques dans la région. Donc, il y a l'uranium de Areva qui est au Niger. Donc, à partir du moment où il y a des groupes, disons, terroristes qui ont été montés et tout ceci pour empêcher aussi la Chine de se déployer dans la zone. Donc, puisque quand on a détruit la Libye, les armes de la Libye sont descendues vers le sud. Donc, on a alimenté des groupes de bandits dans cette région pour empêcher la Chine de se déployer parce que la Chine ravissait les grands contrats miniers dans cette région. Eh bien, par le phénomène de la guerre contre l'islam ou contre l'islamisme radical, eh bien, on a réussi à faire battre un peu en retraite la Chine dans cette région. Et donc, la France et ses amis se sont redéployés dans la région. Et puis, bon, ces gens, ils font des opérations et tout, et puis ils continuent de piller la région tout simplement. Donc, ces phénomènes-là vont continuer. C'est inévitable parce que les Africains ne contrôlent pas leur environnement. Donc, ça, c'est des phénomènes qui annoncent quelque chose qui va continuer. Et puis, on voit maintenant tous les pays africains, il y a toujours ce qu'on appelle la menace terroriste, au nom de laquelle on soutient les dictatures, on soutient des groupes, ainsi de suite, et puis on soutient des oppositions, des choses comme ça. Donc ça va continuer parce que nous avons totalement déserté nos terrains, nous avons totalement abandonné notre environnement. Donc les autres, la nature ayant horreur du vide, les autres vont s'implanter sur nos terres et vont déstabiliser totalement ces environnements et on ira, plus le temps va passer, on ira vers une reconfiguration du continent africain, tout simplement. Il y aura une deuxième, voire une troisième conférence de Berlin et les Africains sont encore là à être morcelés, etc. Donc, il n'y aura rien. On ne fera absolument rien parce que nous avons choisi la voie de la faiblesse, de la désorganisation et nous nous contentons de ça parce que nous ne voulons pas nous organiser. Sinon, ça fait des dizaines d'années ou des siècles que nous savons très bien que l'Afrique n'est plus notre possession, mais nous ne prenons pas le chemin de l'organisation pour reconquérir notre patrimoine commun. Donc, comme nous avons choisi l'inaction, le désordre, le refus du leadership, le refus de se soumettre à des autorités, à des gens qui réfléchissent pour s'organiser, s'aligner derrière ces gens-là, les soutenir fortement, leur apporter toute notre aide, tout notre soutien, toute notre sympathie, toute notre amitié, parce qu'on aura compris qu'il y a des gens qui essaient de théoriser, qui essaient de nous réveiller, de nous aider à aller de l'avant, tant que nous aurons choisi d'écarter ces personnes-là, d'embrasser toutes sortes de courants d'idées en allant dans tous les sens, en faisant des débats pour des débats sans se concentrer sur l'unique ligne que l'histoire nous a enseignée, l'unique leçon que l'histoire a enseignée aux hommes, à savoir de mener une lutte de libération quand ils sont tombés sous la domination d'autrui, eh bien, il n'y aura absolument rien. Nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Et ce qui se passe en Afrique du Sud va se répéter. Des cas comme le Rwanda vont se répéter. Il va y avoir des massacres, du sang va couler, et ça continue de couler dans un certain nombre de pays. L'Afrique, disons, le cœur de l'Afrique saigne, donc le Congo, depuis des décennies, le Congo saigne dans l'indifférence totale des Africains. Les Africains s'en foutent totalement de ce qui se passe au Congo. On fait plutôt la fête, on s'en fout. Donc, voilà, il n'y aura absolument rien. Nous n'avons nos yeux que pour pleurer. Et personne n'aura pitié de nous parce que nous avons choisi la faiblesse, la voie de l'impuissance. Nous avons choisi le désordre, le désarmement, de l'autodésarmement. Et nous avons choisi la veulerie et, disons, la voie de la facilité. Ce qui fait que
les peuples sont conduits à leur dernière demeure, à savoir le cimetière. Donc, si on choisit toutes ces voies-là, eh bien, notre destination finale, c'est le cimetière. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a des peuples qui ont totalement péri, qui ont disparu. Hein. Donc, il n'y a même pas de, il y a même pas de, il y a même pas de cas de conscience. C'est-à-dire que les gens ne vont même pas se poser des questions en disant bon, est-ce que c'est bien ou pas si on neutralise l'Afrique, parce que l'Afrique est déjà neutralisée. Hein. Dans l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, nous sommes une des populations les plus dynamiques. Et toutes les infrastructures nous manquent, alors que nous avons toutes les ressources chez nous. Hein. Le soleil existe, on peut produire de l'électricité 24 heures sur 24 à bas coût. Nous avons de grands fleuves, nous pouvons développer une agriculture pour nous alimenter et même exporter nos produits agricoles, hein, mais en maîtrisant le circuit, pas cultiver les produits coloniaux que les pays colonisateurs nous imposent, le café, cacao, tout ceci. Nous pouvons développer une industrie parce qu'à partir de l'agriculture, c'est à partir de l'agriculture que l'industrie est développée. Donc, tous ces phénomènes-là sont ignorés totalement par les Africains. Et même si ici ou là, il y a quelques réflexions, il n'y a pas une cohérence et une constance dans les choses. On est dispersé, on va dans tous les sens, on embrasse tous les courants qui viennent, et à la fin, on est fatigué parce qu'on n'est pas concentré sur un seul objectif, qui est la construction d'un mouvement de libération à l'échelle du continent. Donc, on s'épuise dans des débats pour des débats, et puis, bon, il n'y a rien qui se met en place. Quand vous initiez la plus petite des actions, il n'y a personne qui se donne vraiment. Donc, c'est ça la réalité. Donc, il n'y aura rien. Il faut qu'on cesse. Là, je pense que ce qui va être intéressant, et si nous continuons dans cette logique-là, il va falloir investir massivement dans l'industrie de production du mouchoir. Voilà, parce que nous allons pleurer. Hein. Les larmes, on ne les a pas encore versées. Ça va arriver. Ce n'est que le début. Hein. Les portes de l'enfer vont s'ouvrir plus largement devant nous. Pour le moment, il n'y a que les fenêtres qui sont entrouvertes. On voit les difficultés. Aujourd'hui, les Africains sur la Méditerranée, bouffés par les requins, fusillés, tabassés partout. Les Noirs sont méprisés, on les piétine aux États-Unis, en Europe, sur le continent africain. Dès qu'un peuple se lève, on lui casse la gueule. Les dictateurs nous maîtrisent. Il n'y a rien. Donc, je pense que quand on choisit cette voie-là, la seule chose qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse investir massivement dans l'industrie du mouchoir, parce qu'on va pleurer. Et ça, il faut qu'on se le dise. Ça, c'est garanti. Les véritables scènes de destruction, d'autodestruction sont devant nous. Elles ne sont pas derrière nous. Le pire va venir, parce que nous avons choisi l'inaction et l'incapacité, le désordre, hein, le refus de l'autorité dans nos rangs, en disant chaque fois que nous sommes en démocratie, donc toutes les opinions se valent. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Tu ne vas rien m'apprendre. Moi aussi, j'ai mes idées. Toi aussi, tu as les tiennes. Donc, match nul. Il ne peut pas y avoir de hiérarchisation dans les idées. Il n'y a pas d'idée prioritaire. C'est le désordre. Donc, la démocratie mal comprise et la démocratie piégeuse, hein, qui fait que nous n'arrivons pas à dégager des idées fortes et s'unir autour de ces idées-là, parce qu'on se dit, tout le monde a son opinion, aucune opinion ne doit s'imposer. Donc, quand un peuple fonctionne comme ça, et ça veut dire que ce peuple a pris la direction du cimetière. Et comme je le disais, l'histoire de l'humanité est remplie de peuples qui sont morts, qui ont disparu. Hein? Les Indiens d'Amérique n'existent plus aujourd'hui. Il y a eu de grandes civilisations qui sont éteintes. Les Incas, les Aztèques, la civilisation égyptienne, elle a disparu. Donc, si les Africains pensent que rien ne nous menace, qu'on peut continuer comme ça, dans le désordre, dans l'inaction, on initie la plus petite des actions, il n'y a personne, tout le monde parle sur Internet. Bon, ok, on crée un petit groupe derrière, on monte une petite action pour dire, bon, voilà, on va voir si ce petit groupe-là peut fonctionner. On met
une petite cotisation pour tout le monde, pour un objectif précis, il n'y a personne qui intervient. Donc, on est là, c'est le ministère de la parole. Ça amuse les gens. Donc, on ne va nulle part. Voyez? Sauf au cimetière. Donc, investissons massivement dans l'industrie de production des mouchoirs parce que les larmes sont devant nous et on va en pleurer. On va souffrir, on va transpirer, on va suer. Pas, on ne va pas transpirer et suer sous le coup du labeur, hein, et du boulot. Mais on va suer parce que les grands pays, les grandes puissances, les pays qui s'affirment aujourd'hui sur la scène internationale disent clairement que l'Afrique est leur avenir. Donc, ça veut dire que c'est l'Afrique est le seul continent qui reste, qui peut être partagé et repartagé. Donc, à l'horizon, il y a une conférence de Berlin qui se projette. Et puis, ces gens-là, ils vont vider leurs oppositions et inter-impérialistes en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique reste l'un des seuls endroits où on peut livrer toutes ces sortes de guerres économiques. On va vider les contradictions qui minent les puissances qui s'affirment sur la scène internationale parce que ces pays-là ne peuvent plus s'attaquer mutuellement parce que disposant chacun de la capacité de destruction de l'autre, eh bien, voilà, c'est une sorte de seconde guerre froide qui va s'ouvrir et l'Afrique va beaucoup souffrir. Tout simplement parce que ces peuples ont décidé de s'enfoncer dans l'incapacité totale sur la durée. Parce que nous avons choisi la voie de l'inaction, du désordre, de la course vers le néant, dans le vide, on se fuit et on s'épuise dans des choses complètement inutiles. On veut tout embrasser. Donc, il n'y aura absolument rien. Préparons-nous, investissons massivement dans l'industrie du mouchoir parce qu'il n'y a que ça qui nous attend. Voilà, parce que nous avons choisi cette voie-là. Et un dernier point que je vais soulever ce soir, c'est que ça fait plusieurs années que nous disons les choses telles qu'elles sont. Les gens nous ont détestés, ils nous ont écartés, ils nous ont bannis. Les gens ne veulent pas nous écouter. On nous méprise, on nous traite de tous les noms, de violents, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, les réalités sont devant nous. Et imaginez que si on avait au moins 50 personnes, 50 Africains, depuis 20 ans que nous disons les choses. Si on avait 50 personnes, 50 Africaines et Africains qui nous ont soutenus de manière constante, organisée, et qu'on déposait ne serait-ce que 20 euros ou 20 francs suisses ou bien 100 dollars depuis 20 ans, aujourd'hui, vous imaginez quelle puissance nous pouvons avoir. Et puis ces 50 personnes, si on disait que chaque personne depuis 20 ans aurait amené au BAM 2 personnes, vous imaginez ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui comme capital. On est là, on pleure, on dit qu'on n'a pas d'argent, on n'est pas organisé, les années passent, il n'y a rien. Quand on met des petits trucs en place, il n'y a personne qui, dans la discipline, qui s'inscrit là-dedans. Donc, vous voulez quoi? Donc, nous serons mangés tout cru. Il n'y a même pas de problème. Voilà, il y a quelques commentaires. Alexander Asiati dit pourquoi nous les Africains, on ne devrait pas unir pour faire une révolution. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La révolution, c'est d'abord des idées. Il faut d'abord poser le cadre. Et le montrer à poser le cadre. On n'est pas les seuls, il y a d'autres qui ont fait. Mais disons que ce que nous avons apporté, c'est que il y a le débat africain. Quand nous, on était arrivés, le débat africain se déroulait sur la question de l'Égypte essentiellement, donc de l'histoire. Bon, nous avons observé la scène. Et ce que le montrer a apporté, c'est de dire que ce n'est pas l'histoire qui pousse les peuples, en fait, à leur renaissance. C'est plutôt la géographie. Et c'est en ce sens-là que le Mortra a sorti la formule, à savoir que c'est l'histoire est la fille de la géographie. C'est qu'un peuple, avant même de penser à sa renaissance historique, de refonder une économie, de refonder une culture qui est détruite, de refonder une religion, de refonder, en résumé, une civilisation qui a été détruite par la colonisation,
et par les invasions diverses, c'est que ce peuple doit d'abord reconquérir son espace géographique. Et on est allé chercher dans l'histoire, on est allé vérifier euh, cette théorie-là, ce principe-là dans l'histoire. Et on a vu que de manière cyclique, tous les peuples qui se sont affranchis ou bien qui ont été à un moment donné de leur histoire dominés, conquis, détruits, ils ont d'abord posé la question de la reconquête de leur espace. Que ce soit les pays européens, les pays asiatiques, les pays latino-américains et les pays américains, c'est comme ça, c'est d'abord ça. Et puis après, maintenant la reconquête de l'espace, eh bien, on s'engage dans une renaissance du continent ou du pays pour ensuite lui redonner de la puissance. Bon, donc les Africains refusent ça. Donc les Africains refusent absolument d'accepter ça. Ce qui fait que 20 ans après, si le Moltra se retourne ou bien retourne, jette un regard en arrière, ben, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que les gens ne nous ont pas suivis. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui reviennent vers nous. Ça fait 10 ans que nous l'avons dit. Créez un petit réseau autour de votre personne. Commencez par alimenter ce groupe-là. Commencez par organiser ça. Demandez aux gens de donner, même si c'est 500 francs CFA, même si c'est 1000 francs qu'ils donnent. Parce que là où les gens mettent leurs sous, ils sont présents. Il faut tenir les groupes par ça. Il faut lier les gens par les cotisations. Bon, les gens n'ont rien fait. Donc aujourd'hui, ces mêmes personnes-là reviennent vers nous pour dire ah, maintenant on a compris, qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Donc, on ne peut pas unir tous les Noirs. Mon frère asiatique, on ne peut pas unir tous les Noirs parce que tous les Noirs ne sont pas des frères. Il y a des Noirs qui sont devenus des partisans de l'esclavage de nos peuples, de sa colonisation, de sa domination. Donc ces gens-là, on ne peut pas faire la paix avec eux. Ces gens se sont accaparés du patrimoine commun qu'est l'Afrique, privant les autres Africains du droit de jouir de ce patrimoine, les assassinant, les massacrant, les emprisonnant, les torturant, les affamant et les renvoyant en exil. Donc, à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir d'unité entre nous. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est un combat résolu, méthodique contre ceux qui s'allient à l'étranger pour détruire l'Afrique et s'accaparer du patrimoine commun pour le mettre au service de l'étranger. Et ça, c'est ce qui a été vérifié dans l'histoire. Donc, il n'y a qu'en Afrique qu'on pense qu'on peut unir tout le monde. Il n'y a que les Africains qui pensent qu'on peut rassembler les forces contraires, ceux qui sont pour le système parce qu'il leur génère des miettes, ceux qui pensent qu'il faut réformer, ceux qui pensent qu'il faut faire des élections, ceux qui pensent qu'il faut dialoguer avec le dictateur, ceux qui pensent que le système actuel n'est pas si mauvais que ça. Et puis de l'autre côté, ceux qui pensent qu'il faut tout chambouler. Bon, nous, on parle du principe on peut fusionner tout ça. On ne peut pas. Donc, il faut qu'une seule ligne s'affirme. Et que cette ligne-là, en tout cas, c'est ce que nous faisons. Que ceux qui veulent faire d'autres choses, qu'ils le fassent. Mais nous, ce que nous faisons, c'est que ceux qui nous suivent, qu'on s'allie vraiment autour de cette idée de la lutte de libération et de la reconstruction de notre continent et qu'on y travaille, c'est tout. Moi, je ne veux pas trop me disperser. Je vous appelle à ne plus vous disperser. On se disperse trop. On veut tout embrasser. Quand on veut tout embrasser, on est très mal et puis on finit par ne plus rien faire. C'est ça qui continue. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de nous disperser dans tout parce qu'on est trop dispersés. Les gens parlent de n'importe quoi, des choses. Bah, tu vois des gens ils aiment n'importe quelle publication, ils partagent n'importe quelle publication, tout sous prétexte que c'est des Africains. Non, il faut sortir de ça. Il n'y a qu'une ligne autour de laquelle on doit travailler tous les jours, au quotidien, nuit et jour. C'est la ligne de la construction d'un mouvement révolutionnaire qui va affranchir le continent africain pour ensuite entamer sa reconstruction sur de nouvelles valeurs. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, ceux qui veulent faire du syncrétisme intellectuel, embrasser toutes les idées qui sont sur la place, eh bien, ces gens-là ne nous rendent pas service et ne rendent pas service au continent. Donc, il faut sortir de ça.
C'est-à-dire les guerres pour des guerres qui ne nous apportent rien, les débats oiseux, inutiles, euh, des choses, oui, alternance ou pas alternance, l'union de l'opposition ou pas union de l'opposition, un tel parti vaut mieux qu'un autre, tout ça. Il faut sortir de ça parce que ça nous apporte absolument rien. C'est des choses comme ça qui nous perdent du temps, qui nous empêchent de voir la réalité du problème africain. Voyez, faut-il faire des élections ou pas? Faut-il faire des réformes ou pas? Un tel est mieux qu'un autre. Au Cameroun, on a un tel opposant qui est mieux que l'autre. Au Togo ou en Côte d'Ivoire, il y a un opposant qui est mieux que l'autre. Un tel a fait ceci avant. Bon, maintenant, Guillaume Soro, il a changé. Il est devenu ceci, donc il faut l'accompagner. Non, tout ça là, on ne va pas s'en sortir avec. C'est trop confus. On veut trop conjuguer de courants. Et ça, c'est ce qui perd les peuples. Ça veut dire qu'il n'y a pas de clarté dans les idées. Et s'il n'y a pas de clarté dans les idées, la confusion des moyens en est la conséquence. C'est-à-dire que ce qui surgit quand on est confus, c'est que les moyens sont confondus. Et quand les moyens sont confondus, les moyens se neutralisent entre eux. Et puis quand les moyens se neutralisent entre eux, le résultat, c'est l'impuissance, c'est l'inaction, parce qu'on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et on a l'impression qu'on a tout fait, puis que ça n'avance pas. Donc les gens s'abandonnent, ils se découragent en se disant, on a tout fait, on n'arrive pas. Alors que c'est la confusion qui fait qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Donc il faut être sur une seule voie, s'y consacrer. C'est comme ça que les peuples se sont affirmés. Les Occidentaux, ils avaient défini le projet colonial, ils s'y sont tenus, point. C'est tout. Ils n'ont pas cherché après les détours. Non, non, non. Il faut y aller, on met les moyens, on met le paquet, on y va. C'est tout. Donc, on ne peut pas embrasser, on ne peut pas réunir tous les Africains. D'ailleurs, c'est ce que l'Nkrumah et autres ont fait. Ils ont voulu conjuguer toutes les lignes qui se disaient panafricanistes, donc le groupe de Monrovia, Casablanca, ensemble. Qu'est-ce que ça a donné? Organisation de l'unité africaine, ensuite Union africaine, qui est complètement le détournement et l'enfant bâtard du projet panafricaniste. Et ça a fait comprendre aux peuples africains que finalement, même avec le panafricanisme, on ne peut aboutir à rien, puisque le panafricanisme, en réalité, a engendré l'Union africaine. Alors que l'Union africaine, c'est le détournement du projet panafricaniste en réalité. Donc, il faut cesser d'embrasser tout ça. Il faut qu'il y ait une clarté. C'est à ça que le Montra vous appelle. Il faut sortir de l'idée de l'unité pour l'unité. Si vous réunissez les forces contraires, c'est l'inaction. Donc, il faut qu'on se construise mentalement, qu'on construise une idée autour de laquelle on rassemble effectivement ceux qui adhèrent à ce courant-là et travailler avec. Donc, à partir du moment où notre courant va s'affirmer, c'est le rapport de force. Donc, notre courant doit pouvoir s'organiser, se doter des moyens pour triompher des autres courants. C'est comme ça que l'histoire se fait. C'est pas l'interpénétration de l'ensemble des courants qui existent qui fait l'histoire. C'est l'affirmation d'un courant au détriment de tous les autres qui fait l'histoire. Et non la réunion des forces contraires. Voilà. Alors, notre problème en Afrique, c'est nos dirigeants. Bon, ça, c'est des classiques. Maintenant, on le sait, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait. C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que autour de vous, vous avez un groupe, vous avez des gens qui ont compris le message et qui eux-mêmes font du travail, essayent de trouver du monde? C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire les dirigeants sont le problème ou pas, c'est pas ça la question. La question, c'est que l'Afrique nous a échappé. C'est tout. L'Afrique a échappé à son peuple. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la reconquête du continent africain. Soyez concrets. Allons dans l'action, c'est tout. On fait ça tous les jours, matin, midi, soir. C'est ça qui nous intéresse. Ne plus se disperser. Tout le reste, tout ça là, ça ne nous intéresse plus. On sait, nous avons posé le cadre, le Montra a posé le cadre. Maintenant, moi, je veux savoir qu'est-ce que vous faites concrètement, chacun à son niveau et dans sa localité. Est-ce que vous avez des gens? Est-ce que vous avez des groupes? Est-ce que vous avez à vous constituer? Et est-ce que vous avez commencé à mettre en commun le peu de moyens que vous avez, même si c'est 20 euros, 10 euros, 5 euros, 1 euro que vous déposez par mois, faites-le, c'est important parce qu'il y a de grands défis, il y a de grands problèmes devant nous et on ne va pas chercher, on n'a pas de mentor, on n'a pas de financier ailleurs, sauf si on fait comme les quelques courants, disons, réformistes, démocratiques qui existent sur le continent, qui vont aller demander les fonds Soros
des fondations américaines et tout ça. Donc, on connaît ces mouvements, les ballets citoyens, les machins, des trucs comme ça qui disent qu'ils sont des forces révolutionnaires financées par les think tanks américains, des groupes de pression, des multinationales et tout ça, bon, pour changer le régime et puis pour continuer dans le même sens. Bon, c'est pas ça qu'on doit faire. C'est nos moyens propres. Donc, commencez pas à cotiser, même si c'est 10 francs. C'est ça. Mettez ça ensemble. C'est tout. On ne vous demande pas grand-chose. Faites ça. Laissez les dirigeants africains où ils sont. Continuons notre boulot, notre travail de structuration. C'est tout ce qui nous intéresse. Tout le reste ne nous intéresse plus. Moi, maintenant, si quelqu'un pose ce type de questions, je ne vais même plus répondre. Point barre. C'est tout. Voilà. Moi, je veux entendre que oui, on fait des choses. On a commencé par réunir des gens autour de cette seule ligne. Et voilà, on a besoin de tes enseignements, de ceci, de cela. Voilà les questions qui se posent à nous. Ou bien les gens nous posent de telle question, on n'arrive pas à répondre. Est-ce que vous arrivez à nous aider? Vous pouvez nous faire des audios? Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Comment faire pour que vous veniez? Voilà, ça, c'est des questions concrètes. Ça montre qu'on va commencer véritablement le travail réel. Tout le reste ne nous intéresse plus. Les analyses pour savoir qui a fait quoi, est-ce que de la poule et de l'œuf, qui est venu en premier, tout ça là, quel est le sexe des anges, est-ce que le soleil se lève plutôt à 6 heures en été ou se couche à 20 heures en hiver, tout ça, ça ne nous intéresse plus. Concrètement, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? C'est tout ce qui nous intéresse. Il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Thomas, Thomas Avegno dit l'élite intellectuelle africaine est plutôt devenue un problème à résoudre au lieu d'être la solution. Bon, ça c'est connu aussi. Je ne vais pas répondre. J'ai déjà parlé des élites coloniales plusieurs fois. On s'en fout. Voilà, c'est vous, Thomas Avegno, à votre niveau. Est-ce que si vous adhérez à la ligne du Moltra, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des gens? Est-ce que vous rassemblez des gens autour de vous? Commencez pas à cotiser. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je vous dis. Je ne vais plus répondre à ce type de questions. On sait que comment est-ce que vous voulez que l'élite coloniale soit une solution? Je vous ai expliqué plusieurs fois. L'élite coloniale ne peut pas être une solution d'un pays. Les élites africaines, ce sont ceux qui n'ont pas été pervertis par la machine coloniale, par le truchement de l'école ou de la religion. C'est tout. Ceux qui ont conservé, ceux qui font l'effort de conserver la culture africaine, ce sont ces gens-là qui sont l'élite d'un peuple. Comment le système colonial nous a complètement laminé et a reconstruit notre imaginaire. On en arrive même à penser que ceux qui sont pervertis, ceux qui sont formés par l'étranger, par les dominateurs, par les colonisateurs, sont les élites d'un pays, d'un peuple. Non, les élites d'un peuple, ce sont ceux qui n'ont pas été pervertis, ce sont ceux qui ont résisté, ce sont ceux qui font l'effort de garder la culture de ce peuple-là. Ce sont eux qui sont les élites. Et de ce point de vue-là, ceux qui sont restés intègres et qui sont restés attachés à la terre africaine, à ses valeurs, à ses traditions, à la culture africaine et au travail historique, véritable, qui ne racontent pas du n'importe quoi, ce sont ces gens-là qui sont les élites. Et de ce point de vue-là, les paysans africains qui n'ont pas été à l'école coloniale sont des élites de notre peuple. Ce sont ces gens-là qui vont reconstruire l'Afrique demain parce que c'est eux qui détiennent encore les clés de l'environnement et des cultures et de la civilisation africaine. Donc, si demain, nous voulons reconstruire l'Afrique, bien sûr qu'on utilisera ceux qui sont formés dans les écoles et tout ça, mais ces gens-là vont être sous l'autorité des véritables élites africaines qu'on appelle abusivement les analphabètes, qu'on a exclus de la construction de l'Afrique. Les élites coloniales les ont exclus. Donc ces gens-là doivent reprendre leur place et c'est sous la tutelle de ces gens-là qu'on va reconstruire l'Afrique. L'Afrique ne sera pas reconstruite par des gens qui sont sortis de Harvard. Ceux qui sont sortis de Harvard vont apporter ce qu'ils ont appris, mais on doit les domestiquer, on doit les africaniser d'abord. Et ceux qui sont en mesure de les africaniser, ce sont les élites africaines. Ce sont ceux qui sont résolument attachés aux valeurs culturelles africaines et qui ont fait un travail de documentation historique pour découvrir la réelle histoire de l'Afrique. Voilà. Donc, les élites coloniales ne peuvent jamais être la solution d'un peuple. Voilà. Ça c'est connu. Donc,
C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que chacun fasse le travail à son niveau. C'est tout. Fred Ziad dit oui, ils ont fait leurs études en Europe ou prennent l'argent comptant la part de l'Europe. Bien sûr, ça c'est connu. Vous répétez, c'est même pas, on s'en fout maintenant de tout ça. Maintenant, la question c'est vous là, vous Fred Ziad, où est-ce que vous êtes? Et où vous êtes, est-ce que vous avez des gens autour de vous pour travailler sur la ligne du Moltra? Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Tout le reste ne m'intéresse plus. Je ne vais même plus répondre à ce type de questions. Il faut une ligne directrice, ne pas s'éparpiller. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis depuis des années. Voilà. Même si les gens me détestent, même si je suis seul, je vais continuer à marteler cette ligne-là. Les problèmes africains nous ont rougi les yeux. Nous sommes en colère. Notre peuple est humilié. Nous sommes des esclaves. Donc, quand on est dans cet état-là, il n'y a plus rien. Donc, moi, je ne m'amuse pas. Je ne suis pas dans la compromission ni dans la recherche de l'amitié des uns et des autres. Non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sort de notre peuple. C'est la question fondamentale que je me pose tous les jours. C'est quelle Afrique nous allons laisser à nos enfants. C'est tout. Et en fonction de ça, je définis mon attitude et mon comportement. Donc, c'est sur ça qu'il faut travailler, rien d'autre. Il ne faut pas trop nous disperser dans d'autres considérations. Je l'ai toujours dit. Ça ne sert à rien. Pour libérer l'Afrique, c'est chasser les dictateurs. Bon, ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais si tu dis on va chasser les dictateurs sur Facebook et WhatsApp et sur Twitter, tu n'as rien fait. Ça ne suffit pas. Proclamer ça, c'est même un enfant de ses parents proclame ça. Ça c'est clair. Maintenant, ce qui est déterminant, c'est l'action. C'est la construction des outils pour aller chasser les dictateurs. Et ça, on ne peut le faire que si on est organisé. Le Moltra constitue le cadre que nous avons mis en place et nous voulons réunir les gens autour de cette idée-là, qui est l'idée de la libération. Donc, la question des dictateurs se pose inévitablement. Il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est le cœur du projet libérateur. Donc, ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc, il faut travailler. Tout ce qui nous intéresse, c'est comment, est-ce que chacun, à son niveau, est en train de travailler pour la mise en place du mouvement révolutionnaire, du mouvement de libération. C'est tout ce qui nous intéresse là. Je vais continuer à le dire. Il n'y a pas d'autre voie. Donc, s'il y a des questions qui veulent nous pousser dans d'autres considérations, je ne vais pas répondre. Oui, il faut arrêter de préjuger, juger. Il faut juste une union claire. Bon, tout ça là, ça c'est. Moi, je veux savoir, Fred Ziad, à votre niveau, est-ce que vous avez du monde? À quelle échéance nous pouvons rencontrer ces gens-là? C'est tout. Pour faire un travail d'initiation et de prise de contact direct. C'est ça qui nous intéresse. Tout le reste ne nous intéresse pas. Oui, je suis d'accord, ils sont protégés par l'Europe. Bon, on ne va pas commenter. Des unions, il faut établir un projet solidaire et solide. Bon, ça existe déjà. Nous disons ces deux idées. Projet, libération, reconstruction du continent africain sur de nouvelles valeurs. Point. D'abord, libération. Comment est-ce qu'on fait pour libérer le continent si on n'a pas l'outil de libération? L'outil de libération suppose qu'on construise un mouvement populaire. Nous ne sommes pas partisans de la guerre. Le Moltra n'a pas les armes et ne veut pas prendre les armes. On ne les a pas. Donc, on ne les aura même pas. Dans le contexte géopolitique dans lequel nous sommes, on n'a pas des alliés, ainsi de suite, pour soutenir nos idées. Donc, notre seule force, c'est le peuple. Donc, c'est pour ça que nous nous engageons dans une lutte de libération populaire. Donc, par la construction d'un véritable mouvement révolutionnaire populaire. C'est tout ce qui nous intéresse. Travailler avec les paysans, les peuples qui ont intérêt à ce que l'Afrique se libère, pas auprès des élites coloniales qui ne nous intéressent pas. Les universitaires ne nous intéressent pas. Donc, à la limite, les collégiens et puis quelques autres, mais c'est d'abord les paysans, les désœuvrés, ceux qui ont tout à gagner avec la libération de l'Afrique. Ce sont ces gens-là notre cible. Ce sont ces gens-là notre cible. Et donc, nous voulons travailler dans ce sens-là. La société qui est inorganisée, c'est là qu'on doit être. C'est là notre boulot. Donc, libération suppose qu'on se dote du moyen de la libération et comme le seul moyen que nous avons, et d'ailleurs c'est le moyen le plus puissant parce que les armes ne servent à rien, quand le peuple se met debout,
Hein? Et nous avons vu ce que les peuples qui, à un moment donné de leur histoire, sont endormis et ont donné l'impression d'être complètement fatigués, abattus, incapables de faire quoi que ce soit. Dès lors que ces peuples ont trouvé leur énergie réveillée, la flamme rallumée, parce qu'ils ont des enfants brillants qui les stimulent, qui les organisent, eh bien, ce peuple devient un tsunami. Donc, c'est ça. Et les Africains ont en eux cette énergie-là, qui est endormie actuellement, réprimée, étouffée, où on essaye de racialiser le problème africain pour éviter que les Africains s'organisent et se réveillent et travaillent sur l'histoire. Donc, c'est ça notre boulot. Il faut travailler sur cet aspect-là. C'est tout. Tout le reste ne nous intéresse pas. Construisons notre outil. Et notre outil, le seul que nous avons à notre disposition, c'est l'outil le plus efficace, le meilleur outil, c'est l'organisation, la structuration du peuple africain, par tous les Africains sont. C'est tout. Il faut leur donner la capacité et le goût du combat. Donc, organiser les gens avec un plan stratégique. En plus, une fois qu'on met les peuples en mouvement, puis qu'on leur donne de la puissance qui se manifeste comme un tsunami qui balaie tout sur son chemin, qu'est-ce qui va se passer? On va entamer la phase de la reconstruction. Parce que notre stratégie, c'est la reconstruction de l'Afrique. Et donc, pour atteindre cet objectif stratégique, nous avons besoin des victoires intermédiaires. C'est là que nous parlons de la libération du continent. C'est tout. Donc, une destruction, une déconstruction de l'État colonial avec tout l'appareil répressif, corrupteur, bâtard, aliénateur, fêtard, toutes les déclinaisons de l'État africain colonial. Ce tsunami va balayer tout ça et puis va déblayer le terrain pour que le nouveau projet africain s'installe. Donc, tout le désordre qu'il y a là, la ZLEC, l'UMOA, la CEDEAO, la SADC, tout ça là, ça ne nous amènera nulle part. Ça, c'est des foutaises. On dit passeport africain, libre circulation, tout ça là, on ne va pas s'en sortir. On a beau tourner en rond, chercher des petites astuces, on n'arrivera pas à la solution. C'est tout. L'histoire nous a indiqué la porte de sortie. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Soit on se met à travailler de manière disciplinée, constante, sans s'arrêter avec ce projet-là, et on a des chances de faire quelque chose dans 5, 10 ans, dans 20 ans, ou alors on ne commence pas, et puis bon, ça va continuer. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est tout. Nous sommes tous en Afrique, ils veulent tuer tout, et on veut, bon, je sais pas, oui, tuer tout le monde. Oui, c'est des solutions concrètes. Ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous devons créer un compte africain. Bon, écoutez, je ne vais pas commenter. Je suis entièrement d'accord. Ben oui, alors commencer. Alexandre, merci mon frère, belle émission. Bon, voilà. Bon, Jamal Nassisi, très drôle comme... bon, écoutez, vous là, vos idées ne collent pas avec la réalité. Il faudrait plutôt continuellement passer par une voie économique. Bon, écoutez, d'ailleurs, je vais vous bloquer tout à l'heure. Dès que je finis ce direct, je vous bloque. Et puis, on n'en parle plus. Voilà, c'est tout. Monsieur Jamal Nassisi, merci d'avoir été des nôtres, mais c'est votre aventure s'arrête là. Vous irez commenter les choses ailleurs. Voilà. Vous êtes un révolutionnaire incarné, un Hitler caché. Très bien, merci beaucoup. Donc, comme je suis Hitler pour vous, donc les dictateurs africains sont plutôt De Gaulle et qu'est-ce que vous voulez, les pharaons. Eux sont l'incarnation du pharaon et vous les suivez, bon, c'est très bien. Comme je suis Hitler, c'est très bien. Actuellement, on est en train de contacter nos frères autour de nous. Très bien, il faut continuer dans ce sens. Je ne peux que vous encourager dans ce sens. Thomas Vignon, comment tenir tête à cette élite qui s'emploie à s'imposer? C'est comme si vous êtes en train de dire que les peuples ne peuvent rien faire. Les peuples peuvent tout, à condition qu'ils s'organisent, qu'ils trouvent en leur sein des enfants éveillés qui travaillent à leur donner de la puissance. Donc, dans l'histoire, il y a eu des situations comme ce que l'Afrique vit actuellement. Il n'y a aucun souci, et ces peuples se sont réveillés et ont triomphé des élites coloniales qui se sont armées ou protégées de l'extérieur. Donc, ce qui arrive à l'Afrique n'est pas quelque chose de particulièrement, c'est pas unique dans l'histoire. Donc, il faut voir qu'on peut toujours résoudre le problème africain à condition de prendre la bonne voie. Pour le moment, c'est qu'on est en train de divaguer, on embrasse tout,
on inverse l'ordre des choses. Et ça fait qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Donc voilà. Pactisez plutôt avec Boko Haram, vous atteindrez plus rapidement vos objectifs. Bon, Koli Amani dit Boko Haram n'est qu'une branche intermédiaire, c'est de l'impérialisme. Bon, il faut laisser le frère Lassisi, Jamal, il est, voilà, je sais pas. Donc moi, je vais le bloquer tout à l'heure. On n'en parlera plus, on va plus le voir sur cette page et puis c'est tout. Donc le Hitler que je suis, je resterai avec avec mes subordonnés, hein, les Goebbels et tout ça, qui vont plutôt travailler avec moi. Donc, je ne sais pas pourquoi vous persistez à suivre Hitler. Chaque fois que je me connais, vous êtes là. Et puis, vous me traitez de tout un nom d'oiseau. Et pourtant, chaque soir, vous êtes là. Tous les jours, vous êtes là. Et puis, chaque fois, vous êtes là. Et puis, vous faites des commentaires comme ça. Ça veut dire que quelque part, vous êtes un adepte de Hitler. Hein, quelque part, Hitler vous plaît bien. Donc, c'est plutôt, votre cas relève plutôt de la psychiatrie. Donc, vous devez vous faire psychanalyser pour savoir pourquoi est-ce que vous suivez Hitler tout le temps. Donc, voilà, on va continuer notre chemin. Donc, Hitler et ses amis vont continuer. Puis, c'est tout. Donc, comme vous dites qu'il faut partiser avec Boko Haram, si vous avez les coordonnées des gens de Boko Haram, vous pouvez nous les envoyer avant que je vous bloque. Sauf que le frère Koli Amani vous a répondu en vous expliquant ce que j'ai expliqué précédemment dans cette vidéo, que Boko Haram est une fabrication de l'impérialisme pour morceler le territoire africain. Mais quand vous nous faites une proposition, si vous avez les coordonnées téléphoniques ou bancaires ou le compte Twitter de Boko Haram, si vous avez le numéro WhatsApp de Boko Haram, veuillez nous le donner pour que nous puissions prendre contact avec eux. Peut-être qu'on arrivera à les convertir. Peut-être que si Boko Haram voit Hitler en face d'eux, ils vont avoir peur parce que Hitler, c'est un sommet. Hein. Hitler, il a encore un cran au-dessus. Hein. Donc, les gens du Boko Haram, ce sont des petits voyous manipulés par l'extérieur, alors que Hitler, c'était un vrai idéologue. Hein. Donc, peut-être que quand les gens de Boko Haram verront moi, Hitler en face d'eux, peut-être qu'ils ils changeront de stratégie et puis se mettront au service de l'Afrique. Donc, si vous avez, je vous prie de bien vouloir me donner les coordonnées de Boko Haram. Comme ça, Hitler que je suis, je vais pouvoir les contacter. Peut-être qu'ils m'écouteront. Voilà. Alors, Alain Boule, honnête question encore pour vous mener les délibérations avec le renversement des régimes en place sans armes. Même la révolution chinoise dont vous vous inspirez a été menée avec des armes. Aucune société civile aussi organisée. Certains ne peuvent venir à bout des. Dites la vérité aux gens, avez-vous peur de dire que vous avez une situation armée? Monsieur Boule, je ne sais pas d'où vous venez. Vous êtes venu la dernière fois en disant aussi des choses comme ça, en faisant un commentaire comme ça. Moi, je ne vais pas vous répondre. Notre cible, la cible des Africains, ce n'est pas vous. Très bien, vous êtes français, peut-être vous êtes internationaliste, vous êtes animé de bonnes intentions, mais on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vos conseils. Les conseils des Occidentaux qui veulent apprendre aux Africains à choisir leurs moyens d'action ou leurs ennemis, leurs adversaires, ce temps-là est révolu. Nous sommes lucides, nous lisons le monde, nous voulons construire ce que nous voulons construire chez nous, ça ne vous regarde pas. Si nous voulons mener une lutte populaire, ça c'est notre problème. Il y a des phases de cette lutte populaire qui vont nécessiter d'autres moyens d'action. Donc ça ne vous regarde pas. Si nous allons trouver des armes ou pas, ça c'est pas votre problème. Occupez-vous de la France. La France a de gros problèmes maintenant. Il y a les gilets jaunes. Je pense que les gilets jaunes ont des problèmes. Ils n'ont pas pris des armes contre l'État français, mais ils sont conscients de la responsabilité et du rôle des peuples dynamiques, mobilisés, déterminés, résolus à aller de l'avant dans l'histoire. Donc, allez apprendre aux Français à prendre les armes. Ne venez pas nous dire ce que nous devons faire et ne venez pas nous apprendre ce que vous ne faites pas. Donc, ne venez pas nous... C'est pas avec notre bouche que vous allez manger piment, comme les Ivoiriens le disent. Il ne faut pas venir manger du piment avec notre bouche. Je ne vais pas prononcer le terme armes. Ça ne nous intéresse pas. Nous avons banni les armes dans notre vision. Nous, ce que nous voulons faire, c'est de redonner de la puissance à notre peuple qui est endormi parce que c'est le peuple qui est disons, l'élément déterminant dans la conduite
hein, des grands changements historiques. Après, les moyens, ça c'est le terrain qui le dicte. Il y a des moments où, bien sûr, il va y avoir recours à d'autres armes, mais moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut que les Africains aillent prendre des armes. Je ne vais pas dire ça. Ce n'est pas dans mes options. Ce n'est pas dans les options du Mortra. Donc, ne nous poussez pas à dire du n'importe quoi. Déjà, nous ne disons pas des armes. Les gens nous traitent de tous les noms en disant que nous voulons tout détruire, nous sommes des haineux et tout ça. Vous avez vu, les gens nous appellent sur ce groupe Hitler. Les gens, on nous traite de tout un autre oiseau, on nous dit d'aller faire alliance avec Boko Haram, et vous venez nous dire encore qu'il faut dire des armes. Non, je ne vais pas dire ça. Je suis plus intelligent que ça. Donc, merci pour votre conseil. Si vous êtes africain et noir, bon, merci. Mais votre conseil, je ne peux pas le prendre et je ne peux pas dire aux Africains comment prendre des armes. Voilà. C'est aussi clair que ça. Ce que nous voulons, c'est de réorganiser notre peuple, lui donner le goût du combat, lui faire comprendre que c'est lui qui est le détenteur de la clé, hein, de ce qui lui arrive et que c'est le peuple, par son organisation, par sa capacité d'action, par une stratégie résolue de la marche en avant qui va reconquérir son espace et en fonction des réalités du terrain, les moyens peuvent varier. Mais ce que nous disons, c'est d'abord une marche en avant par la décision du peuple africain de reconquérir son espace et de le reconstruire. Point barre. Donc, tout le reste viendra après. C'est tout. Donc, merci pour vos conseils. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres interventions, je les prends, mais je veux redire encore une fois au frère Lassisi que je vais tout à l'heure le bloquer. Et avant qu'il ne soit bloqué, il faut qu'il nous envoie les coordonnées de Boko Haram pour que Hitler puisse les contacter. Peut-être que s'ils voient Hitler, ils seront plus dociles et puis ils vont nous écouter. Parce que Hitler, ça ne blague pas. Bon, gardons à l'esprit que ce que nous demande la période, c'est une décision ferme de nous engager dans une logique de libération du notre continent. Cela passe par la mobilisation populaire. Voilà. Et par l'organisation des masses populaires mobilisées. Et c'est d'abord ce travail-là qui nous attend et il faut que chacun à son niveau commence ce travail. On n'a pas le choix. Vu l'ampleur des dégâts, vu la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, nous n'avons pas d'autre moyen que de trouver des gens autour de nous pour pouvoir commencer quelque chose. Et étant donné que notre rêve est très grand, c'est un défi immense, énorme, il faut commencer petit. Parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les ressources humaines disponibles pour aller dans ce sens. Donc, il faut véritablement commencer très petit et puis marcher de manière résolue vers l'avant avec l'idée que si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif stratégique, eh bien, au moins qu'on puisse transmettre le flambeau à des générations qui vont suivre, de sorte à ce que ces générations soient plus efficaces que nous. Donc, voilà ce qu'il faut faire et puis que chacun fasse son job, fasse son travail et puis que, voilà, il n'y a pas de raison que le peuple africain ne renaisse pas. Quand on voit que dans l'histoire de l'humanité, il y a des peuples extrêmement médiocres qui ont fait leur évolution et qui ont coupé la tête aux dictateurs pour reconstruire de nouvelles sociétés, eh bien, il n'y a pas de raison que les Africains ne soient pas en mesure de faire ce travail-là. Et il s'agit simplement d'une décision, et d'une décision qui est accompagnée d'un plan d'action, lequel plan d'action est structuré autour de la seule idée que l'histoire nous a indiquée jusqu'ici, depuis les origines de l'humanité jusqu'à présent, à savoir une lutte de libération menée par un puissant leadership visionnaire qui maîtrise les forces et faiblesses du camp d'en face, tout en connaissant parfaitement et en anticipant les forces et faiblesses de notre camp pour travailler à corriger ces faiblesses-là à temps utile pour pouvoir avancer. Donc voilà, et puis en sachant que si nous ne faisons pas ce travail-là, les années à venir vont être extrêmement difficiles pour nous et que nous n'avons d'autre choix que d'investir dans l'industrie de production du mouchoir parce que les larmes, il va y en avoir.
ce continent. Voilà. Et on va pleurer, et on va souffrir. Et là, bon, c'est, voilà, l'histoire est cruelle avec les peuples qui rusent avec leurs propres problèmes et qui refusent de s'assumer. C'est un choix. Soit nous nous engageons, puis on peut espérer dans 5, 10, 15 ans, en fonction du rythme de travail que nous choisissons, de faire quelque chose. Ou alors, dans 10, 20 ans, on en sera toujours là, on aura les cheveux gris, si on vit encore, et puis bon, on sera tout à fait impuissant face à la situation, nos enfants seront encore plus impuissants que nous. C'est aussi simple que ça, parce que l'appareil colonial s'affine au jour le jour et se dote de moyens encore plus puissants de domination. Donc le soft power, par exemple, qui opère de manière extrêmement efficace, va continuer. Et puis les pays étrangers vont vider leurs conflits internes en Afrique et vont finalement convoquer une deuxième conférence de Berlin pour le repartage du continent. Et ça a déjà commencé. Donc voilà, les perspectives qui s'offrent à nous, c'est à nous de voir dans quelle direction nous voulons aller. Sur ce, je vous salue fraternellement et je vous souhaite une excellente nuit. Pour ceux qui sont dans la journée, une excellente journée et que nos ancêtres veillent sur vous, qui veillent sur vos amis, vos familles, vos entourages et qui continuent à nous inspirer, à nous donner de la force pour continuer à faire le lien entre les générations passées, les générations actuelles et les générations futures. Et surtout pour le bien de notre peuple. À très bientôt.